Vous savez ce qui est fascinant avec la mythologie grecque? Elle nous offre des personnages si complexes et intrigants qu'ils continuent de entrer notre imaginaire collectif des milliers d'années plus tard. Et parmi tous ces personnages, il y en a une qui se démarque particulièrement. Méduse. Mais attendez, vous pensez peut-être connaître son histoire? Vous allez voir que tout ce que vous croyez savoir sur cette fameuse gorgone n'est peut-être qu'une petite partie d'un récit beaucoup plus riche et surprenant. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment cette femme au serpent pour cheveux est passée de simple monstre pétrificateur à véritable symbole féministe moderne. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous promets que vous ne regarderez plus jamais Méduse de la même manière. Et vous allez comprendre pourquoi même Versace a choisi son image comme logo de la marque. Commençons par le commencement. Pour vraiment comprendre Méduse, il faut plonger dans l'arbre généalogique complexe de la mythologie grecque. Méduse est la petite fille de Pontos et de Gaïa et la fille de Phorcys et Céto, deux divinités primordiales des profondeurs marines. Elle fait partie des trois sœurs Gorgones avec Sténo et Euryale. Les auteurs anciens situent le séjour des trois créatures à l'extrême ouest, près du royaume des morts, ce qui n'était déjà pas très rassurant pour les habitants du coin. Mais contrairement à ces deux sœurs immortelles, elle était mortelle. Ce qui, vous l'admettez, constitue déjà une belle injustice familiale. Cette particularité, qui peut sembler anodine, constitue en réalité la clé de toute son histoire. Pourquoi elle seule était-elle mortelle? Les mythes anciens ne donnent pas d'explication claire, mais cette vulnérabilité la rendait différente, plus humaine en quelque sorte. À la période archaïque, du 8e siècle au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, le gorgonéon figurait sur les frontons et les antéfixes des temples, sur des statues et sur des poteries. Elle était représentée avec un grand visage rond, une barbe, des crocs et des défenses, des ailes et bien sûr ces fameux serpents qui remplacent sa chevelure. Sur les toits des temples grecs et étrusques, sa figure monstrueuse était utilisée comme antéfixe afin de contrôler et de protéger les bâtiments sacrés. C'était le genre de créature que vous ne vouliez absolument pas croiser au détour d'un chemin. D'autant plus que son regard transformait instantanément quiconque la regardait en statue de pierre. Pratique pour décorer son jardin, beaucoup moins pour maintenir une vie sociale équilibrée. L'iconographie antique de Méduse est fascinante par sa richesse et son évolution. Progressivement, le gorgonéon va perdre son aspect grotesque et terrifiant tout en gardant la langue sortie et les dents apparentes. La barbe disparaît et les serpents se changent en boucle. La figure pourra prendre l'apparence d'une belle jeune femme. Cette transformation artistique reflète l'évolution de la compréhension du personnage. De monstre pur, elle devient progressivement une figure plus complexe et nuancée. Les artistes grecs utilisaient l'image de Méduse de manière très créative. Sur des coupes à boire, une fois le vin bu, la tête de Méduse apparaît. Et sur l'extérieur, de grands yeux qui couvraient le visage du buveur lorsque celui-ci vidait sa coupe. Imaginez la surprise des invités lors d'un banquet. Cette utilisation ludique montre que Méduse n'était pas seulement une figure de terreur, mais aussi un élément de surprise et peut-être même d'amusement dans la culture grecque. Mais voilà où les choses deviennent intéressantes. La version la plus connue de son histoire nous vient d'Ovide dans ses Métamorphoses. Selon ce récit, Méduse était à l'origine une prêtresse d'Athéna, d'une beauté exceptionnelle avec de magnifiques cheveux dorés. Elle servait dans le temple de la déesse vierge quand Poséidon, le dieu des mers, la viola dans ce même temple sacré. Et là, tenez-vous bien, au lieu de punir l'agresseur, Athéna punit la victime. Elle transforme Méduse en monstre hideux, remplaçant ses beaux cheveux par des serpents venimeux. Cette transformation était censée être une protection pour que plus jamais un homme ne puisse l'approcher. Mais on peut légitimement se demander si cette protection ne ressemblait pas plutôt à une double punition pour une femme qui n'avait rien fait de mal. Cette version d'Ovide, écrite bien plus tard que les premiers récits grecs, a complètement changé la perception de Méduse. Elle n'était plus seulement un monstre né monstrueux, mais une femme transformée par la violence et l'injustice. Et c'est cette nuance qui va faire toute la différence dans l'évolution de sa symbolique à travers les siècles. Les artistes grecs de l'époque classique et hellénistique ont d'ailleurs commencé à représenter Méduse avec un visage plus humain, plus beau, montrant déjà cette évolution de la compréhension du personnage. Mais avant de continuer, permettez-moi une petite pause. Si cette exploration des mythes vous passionne autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. Ça m'aide énormément à continuer à vous proposer ce genre de contenu et vous serez les premiers informés de mes prochaines vidéos. Merci d'avance pour votre soutien. Alors reprenons. Dans l'art antique, Méduse était principalement utilisée comme un symbole apotropaïque, c'est-à-dire un talisman de protection contre le mal. Son image était gravée sur les boucliers des guerriers, les amulettes, les bijoux et même les bâtiments. Le principe était simple, utiliser l'image du mal pour repousser le mal. Une sorte de œil pour œil version mythologique. Les Grecs plaçaient des têtes de Méduse sur leurs portes, leurs temples et leurs tombes, convaincus que ce regard pétrifiant protégerait leurs biens et leurs proches des mauvaises intentions. L'utilisation du gorgonéon dans l'art grec est d'une richesse iconographique extraordinaire. À partir du milieu du 5e siècle, il se rencontre le plus souvent comme ornement de l'égide d'Athéna, ainsi que sur des vases, des assiettes et sur des pièces de monnaie de nombreuses villes grecques. Il était utilisé comme décoration de porte et était très fréquent dans les arts décoratifs.
Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est la façon dont les artistes grecs intégraient l'image de Méduse dans leur création quotidienne. Comme on l'a vu précédemment, prenez les fameux vases grecs. Les artistes créaient donc des coupes où, une fois le vin bu, la tête de Méduse apparaissait au fond. Un peu comme les petites madames nues dans les verres de saké quand on va au restaurant chinois. Imaginez donc la surprise du buveur. Mais il y avait plus subtil encore. Sur l'extérieur de ces coupes se trouvaient parfois de grands yeux peints qui couvraient le visage du buveur lorsque celui-ci vidait sa coupe. Alors, cette utilisation ludique et interactive de l'image de Méduse montre une approche beaucoup plus nuancée que la simple terreur. Les Grecs savaient jouer avec les symboles, les détourner, les humaniser. On retrouve aussi Méduse sur les amphores, où elle était souvent représentée au moment de sa décapitation par Persée. Ces scènes narratives permettaient aux artistes d'explorer non seulement l'aspect terrifiant du personnage, mais aussi sa dimension tragique. Certaines de ces représentations montrent Méduse avec un visage presque humain, exprimant la souffrance plutôt que la simple monstruosité. Les temples grecs nous offrent certaines des plus impressionnantes représentations de Méduse. Les deux représentations les plus connues de Méduse tuée par Persée se trouvent sur deux temples consacrés à Artémis, celui de Célinonte et celui de Corfou. Ces œuvres architecturales monumentales montrent l'importance que les Grecs accordaient à cette figure mythologique. Sur ces frontons, Méduse n'était pas seulement décorative. Elle est vraiment intégrée à un programme iconographique complexe qui lie mythologie, religion et protection de la cité. Cette évolution artistique de la représentation de Méduse nous en dit long sur l'évolution de la compréhension mythologique du personnage. Du monstre archaïque au trait grossier, elle devient progressivement une figure plus humaine, plus complexe. Cette transformation artistique précède et annonce les réinterprétations littéraires et philosophiques qui viendront plus tard. Mais avant de poursuivre, il faut absolument que je vous raconte l'histoire complète de Persée. Parce que c'est un récit d'une richesse incroyable qui mérite qu'on s'y attarde. Persée est le fils de Danaé, fille du roi d'Argos, Acrisios. Ce dernier, averti par un oracle que son petit-fils le tuera, enferme sa fille dans une tour d'airain, pensant ainsi éviter la prophétie. Mais c'était sans compter sans Zeus, qui réussit à séduire Danaé sous la forme d'une pluie d'or. Persée naît ainsi dans le secret, mais quand Acrisios découvre l'existence de l'enfant, il prend une décision draconienne. Il enferme sa fille et son petit-fils dans un coffre qu'il les jette à la mer. Heureusement pour notre histoire, les flots portent le coffre jusqu'à l'île de Sériphos, où ils sont recueillis par un pêcheur nommé Dictys. Celui-ci élève le garçon comme son propre fils. Mais voilà que Polydectès, le roi de l'île et frère de Dictys, tombe amoureux de Danaé. Problème, la jeune femme repousse ses avances, protégée par son fils devenu un homme fort et courageux. Agacé par cette résistance et piqué dans son orgueil, Polydectès imagine un stratagème diabolique pour se débarrasser de Persée. Il organise un banquet où chaque invité doit apporter un cadeau. Mais Persée, qui n'a rien à offrir, se vante de pouvoir rapporter n'importe quoi au roi. Polydectès saisit l'occasion et lui demande la tête de Méduse, pensant envoyer le jeune homme à une mort certaine. Après tout, qui pourrait survivre à un affrontement avec la Gorgone? Mais Persée a de la chance. Il attire l'attention des dieux. Hermès et Athéna décident de l'aider dans sa quête. Elle l'envoie d'abord trouver les Grées, trois sœurs qui partagent un seul œil et une seule dent. Ces vieilles femmes connaissent le chemin vers les nymphes qui possèdent les objets magiques nécessaires pour vaincre Méduse. Persée réussit à leur voler temporairement leur œil et leurs dents, les forçant ainsi à révéler l'information. Les nymphes du Styx offrent alors à Persée un équipement digne d'un héros de science-fiction. Des sandales ailées pour voler, un casque d'invisibilité appartenant à Hadès et un sac magique capable de contenir n'importe quoi, même la tête de Méduse. Hermès lui donne une épée incassable et Athéna lui prête son bouclier d'airain poli comme un miroir. Grâce aux sandales ailées, Persée gagne les bords d'océan où résident les Gorgones. Hermès et Athéna l'accompagnent et lui recommandent de ne jamais regarder directement Méduse. Le héros arrive à l'endroit où dorment les trois sœurs. Sténo et Euryale sont immortels. Mais Méduse, elle, peut être tuée. Persée utilise le bouclier d'Athéna comme un miroir pour voir le reflet de Méduse sans croiser son regard. D'un coup d'épée précis, il tranche la tête de la Gorgone endormie. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Du sang de Méduse jaillissent deux créatures extraordinaires. Pégase, le cheval ailé, et Chrysaor, un guerrier géant. Ces naissances posthumes montrent que même dans la mort, Méduse continuait de donner naissance à des êtres merveilleux. Persée place rapidement la tête dans le sac magique, car même morte, elle conserve son pouvoir terrifiant. Les deux sœurs de Méduse se réveillent et se lancent à la poursuite de Persée. Mais grâce au casque d'invisibilité et aux sandales ailées, il leur échappe. Commence alors un voyage de retour semé d'embûches. En survolant l'Éthiopie, Persée découvre la princesse Andromède enchaînée à un rocher, offerte en sacrifice à un monstre marin pour apaiser la colère de Poséidon. Séduit par sa beauté, Persée utilise la tête de Méduse pour pétrifier le monstre et libérer la princesse qui l'épouse. Sur le chemin du retour, l'histoire raconte que Persée s'arrête pour se reposer chez Atlas, le titan qui porte le monde sur ses épaules. Mais Atlas, qui avait reçu une prophétie selon laquelle un fils de Zeus lui volerait les pommes d'or de son jardin,
refuse l'hospitalité à Persée. Vexé par cet affront, le héros sort la tête de Méduse et transforme Atlas en montagne. C'est ainsi que, selon la mythologie, sont nées les montagnes de l'Atlas. De retour à Séryphos, Persée découvre que sa mère et Dictys ont dû se réfugier dans un temple pour échapper aux persécutions de Polydectès. Furieux, le héros se rend au palais où le roi célèbre ce qu'il croit être la mort de Persée. Quand Polydectès et sa cour voient arriver le héros, ils refusent de croire qu'il ait vraiment tué Méduse. Persée leur prouve le contraire en sortant la tête de la Gorgone, pétrifiant instantanément le roi et tous ses complices. Après cette vengeance, Persée offre la tête de Méduse à Athéna en signe de gratitude. La déesse la place sur son égide, le bouclier, nommé Aegis à juste terme. Ce bouclier magique devient l'un de ses attributs les plus reconnaissables. Même après la mort de Méduse, sa tête continue de servir d'arme et de protection, ornant désormais l'équipement de la déesse de la guerre et de la sagesse. Cette histoire complète de Persée nous révèle plusieurs aspects fascinants de la mythologie de Méduse. Elle montre d'abord que sa mort n'était pas une fin, mais une transformation. Son sang donne naissance à des créatures légendaires, sa tête conserve son pouvoir et son image devient un symbole de protection divine. Elle révèle aussi la complexité des relations entre mortels et immortels de la mythologie grecque, où les dieux interviennent directement dans les affaires humaines. Au fil des siècles, la figure de Méduse a évolué de manière spectaculaire. À la Renaissance, des artistes comme Caravage ou Benvenuto Cellini ont commencé à explorer la dimension tragique du personnage. Il la représentait souvent au moment de sa mort, avec une expression de souffrance et de beauté mélangée. Ses œuvres marquaient un tournant. Méduse n'était plus seulement un monstre, mais une victime digne de compassion. Les psychanalystes du XXe siècle, et particulièrement Freud, ont donné une nouvelle interprétation à Méduse. Pour eux, elle symbolisait la peur masculine de la castration et de la sexualité féminine. Ce serpent représentait les organes génitaux féminins, et son pouvoir pétrifiant symbolisait la terreur que pouvait inspirer la femme aux hommes. Cette lecture psychanalytique, bien qu'aujourd'hui largement remise en question, a néanmoins influencé l'art et la littérature du XXe siècle. Mais c'est véritablement avec le mouvement féministe que Méduse a connu sa plus grande transformation symbolique. Les féministes contemporaines ont récupéré son image comme symbole de la colère féminine, de la résistance et de l'empowerment. Pour elles, Méduse représente toutes les femmes qui ont été réduites au silence, punies pour des crimes qu'elles n'ont pas commis, transformées en monstres par une société patriarcale. Son regard pétrifiant n'est plus vu comme une malédiction, mais comme un pouvoir de défense contre l'oppression masculine. Cette réappropriation féministe de Méduse est particulièrement visible dans l'art contemporain. Des artistes comme Luciano Garbati ont créé des sculptures où Méduse tient fièrement la tête de Persée, renversant complètement le rapport de force traditionnel. Ces œuvres questionnent qui est réellement le monstre dans l'histoire, la femme qui se défend ou l'homme qui l'attaque. Alors parlons maintenant de la présence de Méduse dans la culture populaire moderne. Elle envahit nos écrans, nos consoles de jeux et nos bibliothèques. Au cinéma, elle apparaît dans des films comme Clash of the Titans, le choc des titans, de 1981, et son remake de 2010, où elle est représentée comme un boss de fin de niveau particulièrement impressionnant. Le film de 1981, avec ses effets spéciaux de Ray Harryhausen, reste un classique du genre, montrant une Méduse terrifiante, mais aussi étrangement fascinante. Dans les jeux vidéo, Méduse est devenue un personnage récurrent. On la retrouve dans la série God of War, où elle constitue un adversaire redoutable pour Kratos. Dans Assassin's Creed Odyssey, elle apparaît comme l'une des créatures mythologiques que le joueur doit affronter. Ces représentations vidéoludiques mettent souvent l'accent sur son aspect monstrueux et son pouvoir dévastateur, perpétuant ainsi l'image traditionnelle de la Gorgone. La littérature contemporaine a aussi largement exploité le personnage. Des romans comme The Gorgon's Gaze de Julia Golding ou Medusa Girls de Tara Lynn Childs proposent des réinterprétations modernes du mythe. Ces œuvres explorent souvent les thèmes de l'identité, de la différence et de l'acceptation de soi, utilisant ainsi Méduse comme métaphore des adolescents qui se sentent différents ou rejetés par la société. Mais l'appropriation la plus surprenante de Méduse dans la culture populaire reste probablement son utilisation par la maison de mode Versace. Gianni Versace a choisi le visage de Méduse comme logo de sa marque, expliquant qu'il voulait créer un symbole qui rendrait les gens amoureux de la marque sans possibilité de retour, exactement comme le regard pétrifiant de la Gorgone. Cette utilisation commerciale de Méduse montre à quel point son image s'est détachée de ses origines mythologiques pour devenir un symbole de pouvoir et de séduction. La mode n'est pas le seul domaine où Méduse a trouvé sa place. En architecture, son image continue d'orner de nombreux bâtiments, des façades d'églises au fronton des musées. À Paris, on peut voir des têtes de Méduse sur la fontaine de l'Observatoire ou sur la façade de l'Opéra Garnier. Ces utilisations architecturales perpétuent sa fonction protectrice originelle, tout en agitant une dimension esthétique à nos espaces urbains. La musique s'est également emparée de la figure de Méduse. Des groupes de métal comme Medusa ou Gorgone ont choisi ce nom pour exprimer leur puissance et leur côté sombre.
En musique classique, des compositeurs comme Lulio Ramo ont composé des opéras sur le thème de Méduse, explorant les dimensions tragiques du personnage. Plus récemment, des artistes comme Grimes ou FK et Twigs ont utilisé l'imagerie de Méduse dans leurs clips, mélangeant mythologie antique et esthétique futuriste. Ce qui est fascinant, c'est de constater comment chaque époque a projeté ses propres préoccupations sur le personnage de Méduse. L'Antiquité voyait un monstre à craindre et un talisman protecteur. La Renaissance a exploré sa dimension tragique et artistique, le XXe siècle l'a psychanalysé, et notre époque contemporaine en fait un symbole d'empowerment féminin et de résistance à l'oppression. Cette évolution constante de la symbolique de Méduse nous en dit autant sur nos sociétés que sur le mythe lui-même. Elle révèle nos peurs collectives, nos aspirations et nos luttes. Quand les femmes se battent pour leurs droits, Méduse devient un symbole de résistance. Quand la société s'interroge sur la violence sexuelle, elle devient une victime à défendre. Quand l'art explore les limites entre beauté et horreur, elle devient une muse complexe et ambivalente. Il est également intéressant de noter que Méduse reste l'un des rares personnages mythologiques à avoir gardé une telle force symbolique à travers les millénaires. Alors que d'autres figures de la mythologie grecque sont devenues de simples références culturelles, Méduse continue d'évoluer, de se transformer et de nous interroger. Elle refuse de se laisser pétrifier par le temps, si j'ose dire. Dans notre monde contemporain, où les questions de consentement, de violence faite aux femmes et d'égalité des genres sont plus que jamais d'actualité, Méduse trouve une nouvelle jeunesse. Elle incarne parfaitement ces femmes qui refusent de se laisser victimiser, qui transforment leur souffrance en force et leur colère en pouvoir. Son regard qui pétrifie n'est plus une malédiction, mais un avertissement. Attention à ne pas sous-estimer la force de celle que vous avez tenté de détruire. Les réseaux sociaux ont également participé à cette renaissance de Méduse. On va fleurir des comptes Instagram dédiés à l'art inspiré de la Gorgone, des hashtags comme #MédusaEnergy qui célèbrent la force féminine et des mèmes qui détournent son image de manière humoristique. Pendant la campagne présidentielle, Hillary Clinton a été souvent caricaturée avec un visage de Méduse. Cette démocratisation de son symbole montre qu'elle n'appartient plus seulement aux élites culturelles, mais qu'elle fait partie de notre imaginaire collectif quotidien. Ce qui rend Méduse si fascinante, c'est sa capacité à incarner les contradictions de la condition humaine. Elle est à la fois victime et bourreau, belle et monstrueuse, protectrice et destructrice. Ces paradoxes en font un personnage d'une richesse symbolique inépuisable, capable de parler à chaque génération dans ses propres questionnements. En analysant son évolution à travers les siècles, on réalise que Méduse n'a jamais vraiment été un monstre unidimensionnel. Dès l'Antiquité, elle portait en elle cette ambivalence qui la rendait si captivante. Les Grecs eux-mêmes savaient qu'elle était différente de ses sœurs immortelles, qu'elle avait cette humanité qui la rendait à la fois plus vulnérable et plus puissante. Aujourd'hui, quand nous regardons Méduse, nous ne voyons plus simplement une créature mythologique d'un autre temps. Nous voyons un miroir de nos propres luttes, de nos peurs et de nos espoirs. Elle nous rappelle que derrière chaque monstre se cache souvent une histoire de souffrance et que derrière chaque victime peut naître une force redoutable. Voilà pourquoi Méduse continue de nous fasciner après tant de siècles. Elle n'est pas seulement un personnage de mythologie antique, mais un symbole vivant qui évolue avec nous, qui nous interroge et nous inspire. De la poterie grecque au podium de mode, des fresques de la Renaissance aux films d'Hollywood, elle traverse les époques en se réinventant constamment. Alors la prochaine fois que vous croiserez son image, que ce soit sur un bijou, dans un film ou dans une œuvre d'art, souvenez-vous de cette incroyable odyssée. Souvenez-vous que vous ne regardez pas seulement un monstre mythologique, mais l'une des figures les plus complexes et les plus évolutives de notre patrimoine culturel. Une femme qui, malgré toutes les injustices subies, a réussi à transformer sa malédiction en pouvoir et son regard mortel en symbole d'espoir pour toutes celles qui refusent de se laisser pétrifier par l'adversité. Et qui sait, peut-être que dans quelques décennies, de nouvelles générations découvriront encore d'autres facettes de Méduse, d'autres manières de l'interpréter et de se l'approprier. Après tout, c'est ça la beauté des mythes, ils ne meurent jamais vraiment. Ils se transforment et renaissent sans cesse, comme les serpents de sa chevelure qui se renouvellent en permanence. Alors merci d'avoir suivi l'exploration de l'univers fascinant de Méduse. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker et à me dire en commentaire quel aspect du personnage vous a le plus marqué. Y a-t-il d'autres figures mythologiques dont vous aimeriez que je vous raconte l'évolution? Rendez-vous dans les commentaires pour en discuter et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans les mystères de la mythologie.